En tout cas, bienvenue à tous. Merci d'être là. Le sujet de ce matin, de ce midi, c'est le Soudan et le Sud-Soudan. Je suis très heureuse d'accueillir François-Régis Pommeré, qui est consultant, j'allais dire professeur en géopolitique, mais qui est consultant, qui est, si je ne me trompe pas, expert de la zone sahélienne, qui connaît très bien la zone du Soudan, du Sud-Soudan, et qui a même été sur le terrain. Donc, il y a vraiment un regard très, très riche et intéressant. Et puis, nous aurons dans la deuxième partie Annick Balgo qui va intervenir sur la partie humanitaire terrain, qui va parler de trois ONG membres du collectif ASA qui agissent directement sur le terrain. Alors, sans plus attendre, je laisse la place à François. Normalement, le partage d'écran est possible. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai une expertise sahélienne sur le Soudan. J'étais dans un pays limitrophe au Tchad, donc j'ai juste été au Darfour une fois, mais voilà, sans ça, j'ai travaillé avec une compréhension assez fine compte tenu de la proximité du Soudan, de la capitale de N'Djamena, où nous avons habité pendant 3 ans. Voilà, je vais faire un partage d'écran de. Alors, je pense que vous devriez avoir les diapos. Est-ce que vous les avez? Voilà. Donc, je vous propose, je vais dérouler la présentation. Alors, attendez, parce que ça vient, voilà. Donc, rivalité de pouvoir sur des territoires, je trouve que c'est la définition la plus opérationnelle pour parler de géopolitique. Donc, sans plus attendre, je vous propose que nous survolions pendant ces 30 minutes les 9 points suivants sur un rapide aperçu de la géopolitique, la situation géographique du pays, l'histoire, bien sûr les ethnies et les religions, la particularité de la partition de 2011 avec le Sud-Soudan, les données économiques et 2 petits focus sur le Darfour et l'enclave d'Abyei. Et puis, bien sûr, la crise de 2023 et des perspectives sur l'avenir du Soudan avant de laisser la place, bien sûr, aux ONG de terrain. Alors, voilà, une petite définition, un petit rappel. Je trouve que c'est intéressant lorsqu'on évoque des sujets de géopolitique d'avoir quelque chose d'assez opérationnel. Et je trouve que les 2 définitions qui sont à l'écran sont les plus efficientes. Et surtout, voilà, une analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires avec, bien sûr, quel pouvoir et sur quel territoire. Donc là, le sujet est assez intéressant parce que ce sont des territoires physiques, voilà, bien définis du Soudan et bien sûr du Sud-Soudan. Alors, voilà les Soudans avec Khartoum et Juba. J'aime commencer par la géographie et bien situer l'espace dans lequel on va évoluer. Vous pouvez voir donc le Soudan et le Sud-Soudan au cœur de l'Afrique et donc de la bande sahélienne, avec bien sûr un pays énorme. La superficie du Soudan du Nord donc est de près de 2 millions de kilomètres carrés et le Sud-Soudan est plus grand que la France. Voilà, donc ça permet, vous savez qu'avant la partition de 2011, le Soudan était le pays, la superficie la plus grande d'Afrique. Là, je vous ai mis quelques petites données statistiques. Vous les aurez, vous pourrez les regarder tranquillement. C'est comme pour la chronologie historique, il y a pas mal de données. C'est pour vous dire un tout petit peu l'évolution de ces pays. En 2023, le Soudan a 48 millions d'habitants, le Sud-Soudan en a 11. Et une projection dans moins de 30 ans, presque un doublement de la population. Vous pouvez voir et vous regardez au-dessus, par exemple, le Nigeria, qui est un pays assez emblématique, qui sera la 3e puissance démographique au monde en 2050. Et donc, on est en Afrique.
Alors, j'aime bien parler de population. Je vous ai mis quelques chiffres assez intéressants et notamment euh, les 3 pays à plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo, l'Égypte et l'Éthiopie. Et il faut savoir que une pression des populations peut être déterminante pour un pays dans ses rapports avec ses voisins. Là, on peut voir bien sûr que le Soudan, avec ses 46 millions d'habitants, le Sud-Soudan 11 millions, ont 3 pays puissants dans leur démographie, que sont l'Éthiopie, la RDC et l'Égypte. Alors, on reste toujours dans la géographie et on ne peut pas se passer de parler du Nil, qui est vraiment le cœur, le poumon, bien sûr, de l'Égypte. Souvent, on parle du Nil pour l'Égypte, mais bien sûr, le Nil, c'est l'Éthiopie, c'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie et bien sûr les 2 Soudans. Les 2 capitales, d'ailleurs, Juba est sur le Nil blanc et Khartoum est à la confluence entre le Nil blanc et le Nil bleu. Le bassin du Nil, c'est à peu près c'est 5 fois la superficie de la France. Alors, il y a une géopolitique de l'eau et des études très intéressantes sur le Nil, où on peut voir que voilà, qui maîtrise l'eau maîtrise les territoires, maîtrise une économie. Et il y a eu de nombreux accords, de nombreux désaccords justement entre le Soudan et l'Égypte pour un partage de l'eau. Et curieusement, et c'est un des points d'achoppement, et on voit la rivalité de pouvoir dans ce cas-là, avec l'Éthiopie, qui a été souvent exclue, comme les autres pays du sud des Soudans, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qui sont dans le bassin élargi du Nil. L'Éthiopie a été exclue et donc fait pression pour éventuellement construire des barrages à son niveau pour conserver l'eau. Et à ce moment-là, il y aurait moins d'eau disponible pour, bien sûr, le Soudan et l'Égypte. Je vais vous parler un peu d'histoire. Euh, voilà, le Soudan, c'est quand même un passé lié à la fois à l'Égypte des pharaons et aussi au royaume éthiopien, donc des royaumes qui ont été chrétiens. Les premiers royaumes chrétiens étaient en Afrique, ils sont partis d'Éthiopie, notamment à Aksum. Et vous pouvez voir là une des premières églises, on va dire proto-historiques, qui est en forme de croix en bas à gauche de la diapo. Alors, j'ai une chronologie. euh, Elle est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de textes. Je pense que c'est important. Il faut savoir que le Soudan a été sous domination égyptienne puis anglo-égyptienne avant d'être indépendant en 1956. Et vous pouvez voir en rouge, surtout pour essayer de retenir, c'est que de toute façon, ce pays a connu une succession de coups d'État militaires avec le général Aboud, Nimieri et celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir à la fin de la diapo, en 89, le général El-Béchir. Avec la particularité pour ce dernier, c'est que à la suite de l'année 1983, où au Soudan était appliquée la charia alors que c'était un État laïque, il y a une continuité avec le général El-Béchir qui a choisi, pour gagner ces élections, pour gagner pardon, une, une surface politique importante, s'est allié aux islamistes et aux frères musulmans pour asseoir son pouvoir. Donc, vous pouvez voir le problème et la mise à l'écart du Soudan dans les années 90, avec une pression importante pour l'expulsion de Ben Laden. Euh, voilà, Ben Laden était réfugié installé dans un exil un peu doré à Khartoum. Euh, Ensuite, le président al-Béchir a essayé de se départir de l'emprise en fait, des islamistes
Et à chaque fois, c'était je les écarte du pouvoir et ensuite, après, je suis obligé de m'associer à eux pour maintenir mon régime en place. On voit en 2003, vous avez une grave crise au Darfour, j'en parlerai un tout petit peu après, et qui a fait, on évalue à 2 millions de morts et 5 millions de déplacés, avec le déploiement au final d'une force mixte Union africaine-Nations unies pour essayer de contenir les guerres tribales entre les différentes composantes du Darfour et du Soudan. En juillet 2011, il y a eu une partition du Soudan du Sud. On y reviendra tout à l'heure pour un petit peu voir la genèse de la création de cet État, qui est une vraie continuité. Ce n'est pas que un besoin économique de certaines nations comme la Chine ou la Malaisie qui voulaient extraire du pétrole de cette zone riche. Il y a une vraie dichotomie entre des populations musulmanes au nord et chrétiennes au sud. Je continue assez rapidement sur les crises qui ont continué au Soudan du Sud entre les communautés dès la création de cet État. Au nord, le président El-Béchir est obligé d'appliquer un plan d'austérité du FMI. Ça provoque une crise sociale majeure qui va conduire en fait à un coup d'État. Il y a eu d'abord une répression armée, ensuite un coup d'État pour renverser le président El-Béchir qui était usé par le pouvoir. Et donc, ce sont d'autres militaires qui ont pris le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition et qui est actuellement encore en place. C'est le général Bourhan, Abdel Fattah al-Bourhan. Et à ce moment-là, il était aidé par les forces d'Hemeti. Et on peut retenir ce nom parce qu'il est actuellement, en 2023, un des acteurs de la crise. En 2021, un coup d'État pour évincer le Premier ministre on va dire de la transition, qui était un petit peu la vitrine pour faire plaisir à la communauté internationale. Le général Bourhan a destitué le Premier ministre Hamdok et a repris tous les pouvoirs. Ce coup de force ou de coup d'État militaire en 2021 a été fait par les forces armées soudanaises et les RSF qui se sont partagés le pouvoir. Ainsi, on peut voir, pour un petit peu conclure ce rapide survol historique, que le Soudan a connu que des coups d'État et que les périodes dites démocratiques se comptent en 4 ou 5 années depuis l'indépendance en 1956. Alors, je vais vous parler un tout petit peu pour mieux comprendre les enjeux de ce pays et les rivalités de pouvoir. Je vais vous faire une rapide présentation des ethnies au Soudan du Nord. Et on voit qu'il y a une grande majorité de population arabe. Alors j'ai fait, c'est vrai, un petit peu des raccourcis, puisqu'il y a quand même des différences dans les communautés arabes. Mais voilà, vous voyez, une grosse proportion de la population du Soudan du Nord est arabe. Ensuite, vous avez les populations originelles nubiennes qui viennent plutôt des plateaux d'Éthiopie et qui se sont installées dans la partie est du Soudan. Les Fours représentent presque 13% de la population et sont installés dans la région du Darfour. Les Arawa également, j'en parle aussi puisque j'ai un côté un peu affectif sur cette population, parce que ce sont ceux qui sont installés également au Tchad et qui règnent de façon autoritaire sur le Tchad depuis presque 30 ans maintenant. Il y a ensuite d'autres communautés, les Nuba,
qui restent voilà, c'est à la marge par rapport au poids très très important de la communauté arabe. Et alors voilà, ce qui est intéressant, c'est la religion. On peut peut-être associer les Arabes sont musulmans, oui c'est vrai, avec une petite différence. On ne peut pas approfondir plus avant, mais vous avez bien sûr une majorité chiite, eu des échanges avec la communauté iranienne, et donc il y a eu voilà, un prosélytisme. Les Corses sont originaires d'Éthiopie, donc les premiers chrétiens installés donc, dans l'est du Soudan. Une communauté protestante qui reste quand même importante, avec un peu plus de 2% de la population. Et voilà, et donc vous pouvez voir sur cette carte un peu une répartition ethnique avec cette petite précaution pour tout. Voilà, les populations bougent dans un même territoire, et les ethnies peuvent changer en fonction de l'installation d'une grosse industrie, d'un barrage ou quelque chose. Vous pouvez avoir un afflux de population, et donc ce n'est pas quelque chose de figé. Les Occidentaux aiment bien mettre dans des cases et faire quelque chose de très rangé, ordonné. Il faut être beaucoup plus souple. C'est une vraie donnée dans les rivalités de pouvoir. En revanche, c'est fluctuant, et bien sûr, il y a des alliances, et des gens peuvent faire un mariage soit soit d'intérêt, une adversaire. Je vais parler un petit peu du Darfour, parce que c'est quand même une des problématiques que l'on retrouve actuellement en 2023, c'est la gestion d'autres communautés que la communauté arabe. Alors le Darfour, c'est quand même c'est presque la même superficie que la France, avec seulement 5 à 6 millions d'habitants. Et vous avez comme population, vous avez bien sûr des Darfouris, ou des Fours, des Massalites et des Arawa. Et dans les années 2002, parce qu'on ne va pas remonter plus haut, dans les années 2002, il y a eu un petit peu le Khartoum a donné libre cours aux milices Janjaweed, ce sont des milices arabes, pour faire des raids dans les contrées du Darfour, en s'en prenant bien sûr dans un premier temps aux sédentaires, et petit à petit, s'en sont pris à tout le monde, et notamment aux Arawa, qui a provoqué une crise à la fois au Soudan et au Tchad, par effet de rebond, parce que bien sûr, une partie de la population Zarawa du Darfour est installée au Tchad, et notamment a le pouvoir. Et le Darfour a aussi servi de zone refuge depuis les guerres d'indépendance du Tchad, également pour la Libye. Donc vous avez beaucoup de groupes rebelles qui sont installés dans cette zone un petit peu de non-droit du Darfour. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant, on aurait tendance à dire que les rivalités, c'est souvent nord-sud, entre un nord musulman, un sud chrétien. Et là, ce sont des communautés musulmanes qui se sont affrontées de façon violente. Une des communautés arabes, euh, donc les Janjaweed du Soudan, et au Darfour, les communautés, parce que les trois communautés que j'ai citées sont des communautés musulmanes. Et c'est là où, en fait, il faut faire attention un petit peu aux choses un peu stéréotypées. Le Soudan va connaître des rivalités entre chrétiens et musulmans, mais également au sein même des communautés musulmanes, sans que ça soit une guerre de religion. C'est une guerre de territoire et pas une guerre de religion. La religion, ils sont tous de la même religion, mais ils veulent posséder soit des terres, soit les richesses qui sont
richesses minières ou pétrolières. Voilà un petit peu plus avant, les cartes nous disent quand même beaucoup de choses. Et là, vous voyez la fracture entre les deux Soudans, avec bien sûr en orange des zones pétrolifères, et qui sont bien sûr des zones à la fois d'intérêt et de rivalité de pouvoir. Alors, pour poursuivre, je vais essayer de vous faire un petit focus sur le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, je vous disais tout à l'heure, on avait des rivalités entre les chrétiens au sud et les musulmans au nord. Le colonisateur britannique avait installé un système de régime spécial dès 1922 pour préserver les provinces du sud de l'avancée du djihad, qui était un djihad pas forcément sanguinaire, mais qui était un prosélytisme des musulmans venant d'Égypte qui voulaient pousser et installer leur empire au-delà de leur zone habituelle d'évolution. Le Sud-Soudan, celui-ci acquiert l'indépendance en 1956. Simplement, les premiers législateurs du nouveau Soudan indépendant ont bien dit le slogan, vous pouvez voir, une seule langue, l'arabe, une seule religion, l'islam. Et donc, ça a d'entrée crispé, donc une vraie crispation des communautés chrétiennes du Sud. Et peu de temps après, avec tout un tas d'évolutions, John Garang est rentré en rébellion en 1983, après avoir été un tout petit peu au pouvoir à Khartoum. Il est rentré en rébellion en du Sud-Soudan en 83, donc est entré en rébellion contre Khartoum. Attendez, excusez-moi, j'ai un tout petit souci de... Ah, excusez-moi. Voilà, et ensuite, donc, on a eu une alliance et c'est assez important de voir l'alliance entre les communautés. Donc, en 1990, deux communautés qui se sont jamais entendues dans toute l'histoire, les Dinka et les Nuer, ont fait une alliance de circonstances pour combattre les unités de Khartoum. L'année importante, c'est 2005, la mort de John Garang et de la région autonome du Soudan du Sud et obtient, après un plébiscite qui est remporté à 99%, obtient donc l'indépendance du Sud-Soudan et Salva Kiir devient président. Presque pas le lendemain, j'exagère, mais très peu de temps après, les deux hommes forts, donc Salva Kiir et Riek Machar, s'entre-déchirent et le président Salva Kiir renvoie et son vice-président et les membres du gouvernement qui sont alliés à sa cause. Et donc, c'est le début d'une crise sécuritaire importante au Sud-Soudan. Il y a un accord de paix entre les leaders du Sud-Soudan en 2019. Les choses restent très tendues entre les deux principales communautés, en 2023, et donc cette année, et c'est pour ça que le Soudan du Sud
est quand même dans sa géopolitique propre également en crise, parce que le président Salva Kiir, qui avait annoncé dans le passé qu'il ne se représenterait pas aux élections, vient de se porter candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Et donc la communauté nuer voit ça d'un très mauvais œil parce que il a de grandes chances de remporter l'élection et donc il resterait les parents pauvres des richesses qui sont le pétrole principalement du Soudan du Sud. Donc je vous propose que j'ai parlé de deux ethnies importantes. Au Soudan du Sud, on a deux ethnies importantes qui sont les Dinka, les Nuer, sans négliger les autres communautés, mais les Dinka, avec près de 40% de la population, sont quand même très importants, et moitié moins pour les Nuer, avec cette particularité, c'est que on va avoir superposé, je vous avais dit que faut aller faire attention aux ethnies parce que ça pouvait être des données un petit peu mouvantes, aussi bien en espace géographique qu'en population elle-même. On va voir ici que les religions au Sud-Soudan, vous avez des catholiques et des protestants, presque à part égale, et ensuite une communauté animiste très importante, et historiquement, il y a des musulmans du fait de la colonisation du Soudan du Nord. Et on va voir, alors, c'est pas, j'ai fait peut-être un petit raccourci, c'est peut-être un peu trop rapide, mais principalement les Dinka, ethnie majoritaire au Sud-Soudan, sont catholiques, alors que les Nuer sont protestants. Il faut relativiser cette dichotomie entre les deux communautés chrétiennes, mais c'est assez important de voir la superposition d'une ethnie avec une religion. Voilà, vous pouvez voir une autre présentation donc avec en rouge plus foncé les communautés chrétiennes, les animistes et les musulmans qui sont principalement au nord, presque à la frontière avec le Soudan du Nord. Je vais parler de l'économie et je pense que ces trois photos, éventuellement, il en manquerait peut-être une avec l'industrie de transformation, parce que le Soudan a quand même une industrie de transformation qui est maintenant mise à l'arrêt à cause de la guerre, mais il y avait une vraie industrie de transformation, et notamment dans le domaine pharmaceutique et de la défense. Donc là, vous voyez une économie agricole importante, une exploitation aurifère avec depuis 5 ans maintenant une croissance très importante des gisements d'or au Soudan, qui est le troisième plus gros producteur d'or en Afrique. Et puis bien sûr le pétrole, qui est un petit peu l'or damé des Soudanais, parce qu'il a provoqué des crises. La partition avec le Sud-Soudan a obéré de plus de la moitié les richesses du Soudan du Nord, qui ne perçoit que la subvention qu'il touche pour le passage de l'oléoduc entre les zones pétrolifères et Port-Soudan. Vous voyez ici une économie essentiellement agricole, beaucoup de minerais, une production pétrolière. Oui, je vous disais, pardon, je ne vous ai pas donné beaucoup de chiffres, 73% des recettes de l'État. La gomme arabique, j'aurais pu le mettre dans les productions agricoles, mais c'est quelque chose d'assez important pour le pays. C'est le premier exportateur mondial de gomme arabique et le second étant le Tchad. Et dans ce que je vous disais sur les industries, notamment de pharmacie et de la défense. On est dans un pays quand même en développement, avec une structure secteur primaire, avec PIB, c'est 40% reste dans le domaine agricole,
Et les 57%, il y a beaucoup d'économies informelles et l'industrie ne représente que 3% du PIB du pays. Et de même pour la population active par secteur. J'ai fait un petit focus sur le pétrole. Je vous ai parlé de Port-Soudan. Vous pouvez voir sur la carte qui donne sur la mer Rouge, avec donc la zone de fracture entre les deux Soudans où se concentrent les zones et les blocs pétroliers. Donc, il reste beaucoup de licences à donner. On sait que dans la partie nord du Soudan, il n'y a pas beaucoup de pétrole. La zone riche en gisements est plutôt dans la partie sud et centrale. Et vous pouvez voir que pour se départir du contrôle du Soudan du Nord, Juba et bien sûr les Chinois essayent de développer un oléoduc qui passerait soit par le Kenya, soit par l'Éthiopie, pour justement arriver directement sur les rives de l'océan Indien et à la fois éviter de passer par la mer Rouge et Djibouti, et puis surtout, bien sûr, être indépendant du Soudan du Nord. Et je vous ai mis deux petits drapeaux de la Chine et de la Malaisie, parce que ce sont les deux principaux producteurs de pétrole au Soudan. Alors, bien sûr, il y a des opérateurs nationaux soudanais, Nord et Sud-Soudan. Et puis, pour terminer sur cette diapositive, le port Soudan, et j'ai mis un drapeau de la Russie. La Russie est intéressée par le pétrole soudanais? Non, pas vraiment, parce que la Russie a beaucoup de pétrole, donc ce n'est pas son intérêt. En revanche, elle a signé un protocole pour avoir une base navale à Port-Soudan. Elle a signé ce protocole en 2022. Et l'intérêt stratégique pour la Russie, ce serait de contrôler quand même, avec ce port militaire, les flux qui transitent par la mer Rouge et le canal de Suez, et donc avoir une pression stratégique pour l'Europe notamment, qui achemine une partie de son brut par ce canal-là. Là, j'essaie d'aller un petit peu vite sur la partie du pétrole et des territoires convoités. Entre les deux Soudans, vous avez... Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai... Oui, c'est bon, on Ah, vous entend. d'accord, parce que voilà, parce que j'avais un petit vide, pardon. Donc là, je parlais donc de l'enclave d'Abyei, ou un territoire pas encore tout à fait défini, qui normalement appartient au Soudan du Sud, mais qui est occupé actuellement par le Soudan du Nord. Il est bien sûr riche en pétrole, et c'est une zone également qui sert historiquement de lieu de passage entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et cette zone est emblématique parce qu'elle concentre toutes les violences entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, mais également entre les différentes communautés, parce que si j'étais un petit peu réducteur dans les différentes ethnies, il y a des sous-groupes et des sous-clans, et les rivalités de pouvoir dans ces communautés sont très importantes, et voilà, Abyei est pour les années à venir une vraie zone de crispation, à la fois entre les deux Soudans, mais également au sein même des populations qui occupent cette zone. Et voilà, pour terminer, je vais bien sûr vous parler de la crise de 2023. Alors l'affrontement, il était entre les deux chefs de guerre qui ont destitué Omar el-Béchir en 2019. Donc Abdel Fattah al-Burhan et patron des RSF, Hemeti. Donc ces deux hommes qui étaient à la tête du Soudan depuis 2019, avec une petite transition où il y a eu pendant quelque temps un Premier ministre civil et une femme ministre des Affaires étrangères qui était
voilà, connu, je n'ai plus son nom à l'instant, mais qui était, il y avait un vrai gouvernement civil pendant une petite année, et ensuite après, les militaires sont revenus au pouvoir, et on est resté dans un système dictatorial et militaire. Les deux acteurs de la chute de Omar el-Béchir ont essayé de travailler ensemble, mais il n'y avait pas de place pour deux. Et le but vraiment pour eux, c'était de contrôler les richesses du pays et de capter tous les pouvoirs. Il n'y avait pas de partage, pas de concession. Et l'erreur sans doute qu'a faite Al-Bourhan, c'est qu'il n'a pas réussi à inclure au sein de l'armée régulière soudanaise les forces des Métis. Et ce dernier, se sentant un peu exclu et n'ayant pas assez le pouvoir qu'il voulait avoir, a décidé de se constituer des zones propres à son groupe des RSF. Et le but vraiment, c'était de capter les richesses. Donc, il a essayé de contrôler même la ville de Khartoum, mais il n'est pas encore dans un camp ou dans l'autre. Il y a une ligne de partage et de fracture entre les deux groupes armés. Et sans ça, Hemeti a réussi à s'emparer de la grande raffinerie qui est au nord de Khartoum et de plusieurs zones aurifères. Donc, il a des richesses et donc il a une capacité de développer une économie propre. Alors, les conséquences de ces combats, on a été assez rapide sur les combats. On sait qu'il y a eu l'évacuation de l'ambassade de France qui a été organisée jusqu'à Djibouti. Il n'y a plus d'ambassade de France à Khartoum. Une petite partie est installée en Éthiopie et l'autre à Juba. Et les conséquences, déplacement de population avec des réfugiés dans les pays limitrophes, et notamment au Tchad, en RCA et en Égypte. Les infrastructures ont été détruites à 70% dans la zone du sud-ouest et à Khartoum. Et donc, vous avez, on va le voir, vous avez une économie qui est quasiment à l'arrêt. Et pour tout ça, pour tenir, ces deux chefs de guerre, en fait, ont fait des alliances. Une alliance qui est de bonne intelligence, et l'Égypte qui a choisi son camp et qui préfère être allié de Bourhan pour avoir une certaine tranquillité avec son voisin du Nord, parce que vous savez que l'Égypte est dépendant, notamment, on l'a vu avec le Nil, du Soudan, et donc n'a pas intérêt. Et dans ce choix, je pense que l'Égypte a choisi le camp de celui qui avait, malgré tout, le plus de chances de se maintenir au pouvoir. Et on voit le Hemeti s'est associé avec la Russie, et notamment avec les milices de Wagner. Et les milices de Wagner sont payées avec des pépites et des lingots d'or. Et les EAU, c'est un tout petit peu historique. Il faut savoir qu'il y a quelques années, lorsqu'il y avait la guerre avec les Houthis au Yémen, Hemeti a envoyé des troupes pour combattre à la demande des EAU au Yémen. Et donc, c'est un petit peu un renvoi d'ascenseur de la part des EAU qui également peuvent fournir de l'armement à Hemeti. Et je vais terminer avec les perspectives pour l'année prochaine. Les statistiques données par la FAO, c'est 40% de la population en insécurité alimentaire. Un flux de réfugiés important avec des risques de déstabilisation dans ces pays-là, et je pense notamment au Tchad qui est dans sa transition politique avec des élections normalement prévues l'année prochaine, et le Darfour a été toujours la zone de toutes les ruptures avec le Tchad. Et donc il y a énormément de réfugiés qui ont rejoint le Darfour et ensuite qui sont rentrés au Tchad pour ne pas subir les attaques, soit des RSF, soit des autres milices pro-Khartoum. On est vraiment dans une économie de guerre avec un risque de partition du pays où
les investissements étrangers sont à l'arrêt. Donc, les projets de pipeline, les projets de barrages sont à l'arrêt. Et on a un système mafieux qui commence à se mettre en place pour une économie qui fonctionnerait dans les zones respectives de chaque partition du pays. Et donc, pour le petit mot de la fin, c'est que les deux chefs de guerre n'ont pas fermé la porte aux ONG et l'action humanitaire peut se poursuivre, ce qui est sans doute une excellente chose. Et donc, les humanitaires peuvent intervenir au Soudan avec leur matériel et sans être entravés ou bloqués, donc pour le bien des populations. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais vous présenter donc rapidement le travail qui est réalisé par la MAF, par ADRA et par MEDER. Donc, je vais vous faire cette présentation. Ensuite, s'il y a des questions spécifiques, eh bien sûr, ce seront les différentes associations qui pourront y répondre. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, oui, merci. D'accord, merci. Donc, je vais commencer par la MAF. Comme la plupart d'entre vous le savent, c'est donc une organisation internationale chrétienne qui met l'aéronautique au service de la solidarité. Et donc, dans tous ces missions et donc aussi sur la zone dont on parle aujourd'hui, son objectif, c'est d'apporter aux personnes isolées l'aide, espoir et guérison, donc au moyen de l'aviation. Donc, la MAF est depuis très longtemps mobilisée sur cette zone, hein, puisque dès 1950, le travail a commencé. Et donc, on voit cette image un peu rétro qui montre le début de l'engagement. Et vous voyez cette carte-là avec les zones dont on a entendu parler. Et c'est localisation à Rennes et Jouba. Donc une équipe importante, parce qu'il y a 15 expatriés, 32 personnels locaux et 62 destinations desservies en 2022. Avec plus de 10 000 passagers et 240 organisations partenaires. Donc, je sais qu'au niveau de MEDER, on est vraiment au bénéfice du travail de la MAF et je pense que c'est la même chose aussi pour l'ADRA. Qu'est-ce que fait la MAF? Eh bien, elle fait donc des vols réguliers entre Juba et Renk, qui est à la frontière avec le Soudan, où se trouvent des camps où il y a des milliers de réfugiés. On a entendu parler tout à l'heure on commençait à entendre parler du conflit qui s'est déclaré à nouveau le 15 avril 2023 et qui a entraîné de grands déplacements de population. La MAF, elle transporte du personnel et du matériel des ONG, des responsables d'église, et donc elle a fait de nombreux vols. Donc tout à l'heure, il y avait le nombre de 240 partenaires, et là, il y a quelques partenaires qui sont listés, qui ont pu acheminer donc du personnel et du matériel sur place. On parlait des organisations chrétiennes, mais c'est intéressant de voir aussi que la MAF apporte aussi son soutien à Médecins sans frontières et qui a permis d'apporter une partie des fournitures médicales qui étaient indispensables pour soutenir leur clinique médicale mobile à Rennes. Et la MAF a aussi permis l'évacuation de réfugiés, comme on le voit sur la photo, en juillet. Donc, il y a 16 réfugiés qui, fuyant le conflit du Soudan, ont pu arriver à Juba, à bord d'un avion de la MAF, avec l'organisation Citizens Call.
Alors, le travail de la MAF permet de nombreuses interventions dans l'urgence, hein, parce que s'il n'y avait pas la MAF, il y a de nombreux malades qui ne pourraient pas être évacués pour avoir les soins vitaux dont ils ont besoin. Donc, vous le voyez illustré sur ces photos. Et encore, je confirme qu'au niveau de MEDER, on a souvent été aussi au bénéfice de la MAF qui a permis de faire ces évacuations de personnes, mais aussi de personnes malades. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à l'ADRA, mais je pense que Joël pourra répondre à vos questions concernant donc la MAF, si vous en avez tout à l'heure. Donc, l'ADRA, c'est l'Agence de développement et de secours adventiste, hein, c'est aussi une ONG humanitaire qui intervient auprès des plus démunis dans différents pays. Donc, c'est peut-être bien qu'on rappelle ici le contexte, parce qu'on n'a pas été au bout de la présentation tout à l'heure, mais le 15 avril 2023, il y a des affrontements donc, qui ont éclaté entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires qui étaient avant alliées à Khartoum et dans différents endroits, notamment à Khartoum et dans d'autres villes du pays. Donc les hostilités, elles n'ont pas cessé de s'intensifier et elles ont entraîné une forte augmentation des besoins humanitaires. On estime qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui sont barricadées dans leurs maisons, sans eau, sans électricité, sans nourriture suffisante à Khartoum. Et qu'il y a donc plus de 840 000 personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays. Et en plus, les plus de 250 000 personnes qui ont été déplacées à l'extérieur du pays. Donc, ce sont les données que partage avec nous l'ADRA. Et on va parler un peu plus spécifiquement de la situation de l'État d'Al Jazeera, où il y a près de 60 000 personnes qui sont hébergées. Et donc, c'est là que l'association travaille principalement. En tout cas, dans le projet dont on parle aujourd'hui. Donc, ces personnes qui ont été déplacées par le conflit et les populations vulnérables qui habitent dans les zones où les personnes déplacées sont arrivées, elles font face à des besoins humanitaires très importants et elles ont besoin d'accès à la nourriture et à des produits de première nécessité. En mai 2023, ADRA a fait une évaluation rapide des besoins qui a aussi mis en évidence le manque d'eau comme étant un problème majeur dans les sites de rassemblement des personnes déplacées et notamment en raison de problèmes électriques, d'absence d'électricité qui empêchaient de pomper l'eau. Donc, ça a révélé qu'il était nécessaire de remplacer l'électricité par de l'énergie solaire afin de pouvoir mettre en place un approvisionnement en eau sans interruption. Et en plus, cette évaluation a révélé qu'il y avait un vrai problème avec les latrines. Comme elles étaient pleines, donc les personnes déplacées devaient pratiquer la défécation à l'air libre avec tous les problèmes de santé que ça entraîne. Donc, le projet qu'ils ont développé donc dans l'État d'Al Jazeera, il participe au projet plus global de réponse humanitaire du Bureau de coordination des affaires sociales des Nations Unies. Et l'objectif global de ce projet, il s'intitule « Sauver la vie ». C'est vraiment d'apporter une assistance multisectorielle aux personnes qui sont touchées par cette crise pour réduire à la fois la mortalité et la morbidité, c'est-à-dire toutes les maladies. Donc l'objectif dans lequel s'inscrit ce projet d'ADRA, c'est de venir en aide à 4,5 millions de personnes touchées par la crise, et notamment autour des systèmes d'accès à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement, hein? Donc, vous voyez les activités qui ont été déployées ou qui sont déployées. Donc, c'est l'installation des systèmes solaires pour remplacer les systèmes électriques qui étaient en place et qui n'étaient pas assez fiables. Donc, c'est l'assainissement et la réhabilitation de latrines communales, la construction de clôtures de protection des installations solaires, pour la formation de techniciens pour un impact durable, pour qu'ils puissent être autonomes pour faire la maintenance des systèmes solaires, et puis la réparation du camion de vidange pour que les latrines puissent être opérationnelles. Donc, au niveau des personnes qui sont aidées dans le cadre de ce programme, on voit qu'il y a un peu plus de 9 000 personnes
avec une forte proportion d'enfants, avec un nombre aussi important de personnes âgées et avec aussi un accent particulier qui est mis sur les personnes handicapées. Voilà, donc c'est pour vous donner un dernier slide pour vous montrer le budget global, hein, près de 86 000 $, et qui a été financé par l'ensemble du réseau d'ADRA, qui est donc une organisation internationale, et projet auquel ADRA France a participé. Voilà, d'autres activités d'ADRA, notamment au Soudan du Sud. Ils ont un projet aussi en faveur des réfugiés qui ont fui le conflit armé au Soudan et donc qui ont trouvé refuge au Soudan du Sud. Alors, ce qu'ils font sur cette zone, c'est notamment de l'aide financière, des cash assistance. Donc, aide financière, ce sont des programmes qui sont mis en place lorsque les personnes sont dans des endroits où il y a quand même un marché, où les personnes peuvent acheter ce dont elles ont besoin. Le plus simple, c'est effectivement de leur donner de l'argent pour qu'elles puissent elles-mêmes définir ce dont elles ont besoin en priorité et l'acheter. Mais il y a aussi la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Et donc, ces projets sont aussi financés par l'ensemble des bureaux du réseau ADRA. Et ils sont localisés principalement à Renk, donc au Sud-Soudan. Et enfin, donc, la troisième organisation, c'est MEDER. Donc, nous sommes, je vais vous parler du Soudan et du Sud-Soudan. Donc, au Soudan, on a été engagé de 2000 à 2012. Ensuite, on est parti et on est revenu en 2020. Donc, comme on l'a dit, et peut-être qu'on aura la suite de la présentation après ma présentation. Après la crise, depuis la crise d'avril de cette année, le Soudan, c'est devenu la plus grande crise de déplacement au monde. Il y a eu aussi de plus en plus d'épidémies, des infrastructures qui ont été détruites, services de santé paralysés, plus de 10 000 personnes qui sont décédées, et donc des besoins humanitaires qui ont explosé. Donc, il y a beaucoup de chiffres sur ce slide, mais on peut retenir qu'il y a 1 personne sur 8 qui a été déplacée. 20 millions de personnes qui souffrent de la faim. Donc là, on est au Soudan, hein, juste la partie nord. 7 hôpitaux sur 10 qui ne fonctionnent plus. Des épidémies de choléra, de rougeole, et puis une tournure ethnique de la guerre dans les États du Darfour, hein, ce dont on était en train de parler juste avant. On voit vraiment une amplification des besoins avec ce conflit, crise économique, des inondations, des épidémies. Donc un contexte qui est extrêmement difficile, énormément de besoins humanitaires. Qu'est-ce que fait MEDER? Donc on intervient auprès de 150 000 personnes, sur 3 endroits. Voilà, je vous montre rapidement donc les 3 zones, donc Khartoum, et puis le Nil blanc et le Darfour occidental. Notre projet, c'est de venir en aide aux personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays et venir en aide aussi auprès des personnes qui sont piégées dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Khartoum, c'est un champ de bataille. Beaucoup de personnes ont été déplacées dans le Nil blanc. Et puis le Darfour, eh bien, c'est vraiment une zone qui est sous la menace d'un nettoyage ethnique. Donc, on met en place un programme multisectoriel pour répondre aux besoins dans ces 3 zones. Donc, ce que nous faisons, c'est listé sur cette slide, hein, distribution d'aide non alimentaire, de médicaments, réponse au choléra et à d'autres épidémies, distribution comme ADRA, hein, distribution d'argent pour que les gens puissent faire face à leurs besoins prioritaires tout est disponible à proximité. Une équipe mobile de santé qui peut se déplacer pour répondre aux épidémies ou aux problèmes de santé. Et puis aussi de la réhabilitation WASH. WASH, c'est tout ce qui est l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc, pour finir la partie présentation du Soudan, j'étais très touchée en entendant ce témoignage d'une membre de l'équipe de MEDER. Je vais vous le lire, mais depuis que j'ai atteint le Nil blanc, à chaque fois que je me suis présentée comme membre de l'équipe de MEDER, d'autres employés ont commencé à me poser la même question. Est-ce le même MEDER qui opérait au Darfour en 2004? Et une fois que j'ai confirmé, ils ont commencé à me raconter des histoires sur les interventions héroïques mises en œuvre par MEDER à cette époque et comment elles ont changé la vie des habitants du Darfour. J'ai également rencontré de nombreux collègues et d'autres ONG internationales qui participaient à des missions conjointes à l'époque.
ce qui me frappe, c'est que les gens et les travailleurs humanitaires se souviennent encore, même si c'est 20 ans plus tard, de ce que MEDER avait fait à l'époque. Donc c'est à la fois un encouragement, mais aussi voilà, une invitation à continuer de prier pour ce pays qui est traversé par tellement de drames, tellement de besoins, et qu'on voit que de génération en génération, les populations sont plongées dans des situations dramatiques et ont besoin et encore besoin du soutien d'organisations humanitaires. Et donc rapidement, en quelques mots, donc le Soudan du Sud. Donc on est engagé aussi depuis longtemps, pas aussi longtemps que la MAF, mais depuis 92 quand même. Donc un contexte qui est aussi extrêmement difficile parce qu'il y a 76% de la population qui a besoin d'aide, donc 3 personnes sur 4. Un contexte difficile politiquement parce qu'il y aura des élections en décembre 2024. Donc il y a déjà des rumeurs de coup d'État, mécontentement par rapport au processus électoral. Donc on craint vraiment une escalade de la violence avec toujours des tensions tribales qui sont importantes dans plusieurs zones. Et à cela vient s'ajouter des inondations, des déplacés, etc., des épidémies, donc une superposition d'éléments qui font que le Soudan du Sud, c'est l'un des contextes les plus difficiles pour les travailleurs humanitaires. Voilà, je veux juste citer aussi que c'est le pays où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. Voilà, avec très peu de personnes qui ont accès à l'eau, entre autres. Donc, des populations très vulnérables. Donc, on a une équipe d'intervention d'urgence, une équipe mobile qui peut aller dans les 10 États du Sud-Soudan, qui peut bouger selon les besoins. Et l'objectif, c'est de venir en aide à 3 millions de personnes. En intervenant dans 3 domaines principaux. La santé, donc l'idée, c'est de fournir des soins de santé à la fois préventifs et curatifs, de pouvoir signaler les épidémies et les gérer, et de mettre en place des vaccinations de masse. C'est traitement nutritionnel, évaluation des besoins et traitement des personnes, des enfants principalement et des personnes malnutries, et puis restaurer l'accès à l'eau potable, voilà, à l'hygiène et à l'assainissement. Donc des défis importants. Liés au niveau de besoin dans ce pays, de grands défis par rapport à l'inaccessibilité des routes, des grands problèmes donc logistiques pour l'accès, et c'est pour ça qu'on est aussi très reconnaissant de pouvoir compter sur la MAF dans notre travail. Aussi, voilà, des problèmes d'insécurité et des défis logistiques qui sont très très élevés, et je pense qu'ils sont partagés par nos amis d'ADRA aussi. Voilà. Donc, au revoir. Ok, merci pour la richesse de ce partage. On peut le réécouter parce que à chaque fois, on a plein d'informations très riches. Ça vaut le coup de réécouter. Merci François-Régis, merci Annick, merci à chaque ONG qui a transmis le matériel. Et puis, toujours pas de questions? Non, un très grand merci. C'est bon? Ok. Ouais, Et merci beaucoup. Notre prochain webinaire sera sur le Burkina Faso. Vous recevrez les informations prochainement. Ok. Ok, merci Merci, à bon tous. après-midi. À bientôt. Merci.